Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Beit Sha'ar Jazairi, maison de poésie algérienne, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et de partager ensemble ce moment d'échange et de réflexion. L'objectif de la rencontre est de proposer l'espace mental à l'épreuve de la vie. Elle permet des déambulations à travers deux disciplines, philosophie et architecture, afin de mettre en lumière les arcanes de l'urbanisme Abu Soufi. La rencontre s'articule autour de deux approches différentes. Avec nous, dans cet après-midi, Habib Benkoula. Habib Benkoula est architecte de formation, diplômé de USTO, docteur en urbanisme de l'Institut d'urbanisme de Paris et maître de conférence au département d'architecture de l'Université USTO. Il est auteur de très nombreux articles publiés dans la presse nationale et dans diverses revues spécialisées. Il a également signé 3 ouvrages, dont le plus récent, Palabres algéroises, coécrit avec le célèbre architecte algérois Mohamed Abdillah. Avec nous aussi Adnan Hajmouri, chercheur chroniqueur. Il a publié plusieurs ouvrages, en l'occurrence Toile d'araignée atavique, Rencontre avec Freud, Rime et l'intelligence artificielle. Donc je donne la parole à Merci Khaled. Je commence par remercier le diocèse d'accueillir cette rencontre avec nos deux interventions, Adnan et moi-même. Je remercie aussi le public qui est là. Je remercie plus particulièrement mon enseignant. À chaque fois, j'aime lui rendre hommage à M. Moussaoui Abdelrahman, qui m'a donné l'amour des sciences humaines, et pour cela, je lui dois beaucoup. Donc, à chaque fois, je saisis l'occasion de le faire. Et je remercie Madame Selima Eldouni pour l'organisation de cette rencontre. Alors, mon intervention, je l'ai intitulée « Trajection des territoires spatio-mentaux ». Quand mon ami Adnan Hajmouri m'a demandé d'intervenir avec lui sur un sujet aussi compliqué, qui fait le lien entre le mental et l'espace, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire en tant qu'architecte et urbaniste? Mais je me suis dit aussi que je suis un architecte atypique, c'est-à-dire qui se pose des questions générales, mais surtout qui s'est libéré de l'approche réductionniste de l'architecture, faisant de cette dernière le domaine des techniciens de la construction. En même temps, le hasard a voulu que cette demande de mon intervention tombe au moment même où je lis et découvre 2 auteurs n'appartenant pas aux mêmes sphères culturelles, mais qui de temps à autre recourent au même concept, mais ne leur donnent pas forcément le même sens. Peut-être pour une raison qui est la différence des contextes, que je qualifierais de dimension mésologique. Je veux dire que, par le recours au même concept, chacun cherche à signifier, selon sa trajectoire intellectuelle, pas seulement, son milieu éducationnel et cette somme de croisements d'idées et de sociétés qui, pour le dire à la manière de Wright, architecte américain, peut-être pas aussi dans le même sens que lui, la formation de l'homme. En partie, c'est de cela qu'il s'agit pour moi, d'essayer de mener une réflexion sur l'homme en tant qu'individu agissant et en tant qu'être social portant en lui l'empreinte du cadre abstrait de la société imposée d'une manière ou d'une autre. C'est par rapport à ce dernier point, c'est-à-dire l'homme en tant qu'individu, que l'un des 2 auteurs auxquels je fais appel, Malik Ben-Nabi, définissait la culture. Cette dernière, et je le cite, est un phénomène d'ambiance pour lui, possédant son cadre culturel, son expression à lui. Alors chez les anciens du Maghreb, et là je vais le dire comme ça en résumé, en grosso modo, l'ambiance faisait l'objet d'une spatiation, le terme est d'Heidegger, d'une spatiation sociale qu'on appelait Istibdad. Denis Grandet, ayant enseigné au département
d'architecture d'Oran, à l'époque c'était l'Institut d'architecture d'Oran, en commentant ce lieu social, il avait estimé que chaque famille avait droit à son morceau de ciel, et que ce morceau signifiait Dieu. La perception de l'appartenance au groupe avait pour vecteur de reposer sur des dispositifs spatiaux, servant surtout à réguler les rapports du genre, ce qui m'a amené à conclure plusieurs fois que l'espace urbain en tant que négatif dans ce type de ville, que je me suis mis à appeler urbe, terme que j'ai repris de Daniel Lexorek, se partage principalement entre espace extérieur fondamentalement masculin et espace intérieur à usage gradué, donc, selon moi, n'étant pas particulièrement féminin. C'est dire que cette division m'a conduit à conclure que la ville Médina est un espace pour public, avec des tirets entre espace pour public. Un espace pour public, au même titre qu'un équipement dit public, lire, si vous avez la possibilité à ce sujet, le livre de Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain, et pas un espace public au sens politique du terme. En ce sens, je me fais bien le propos de Malik Benyabi quand il dit, je le cite, qu'en raison de sa polyvalence, la culture ne doit pas être définie comme une chose, mais comme un rapport de réciprocité, le rapport qui détermine le comportement social de l'individu par le style de vie d'une société et qui détermine celui-ci par le premier. Fin de citation de la culture de Malik Benyabi. Par lequel il établit son analyse psychosociale. J'ai retenu que, et là je lance la balle à mon voisin Albert, en termes de développement, sous-développement, tandis que l'individu se juge en termes d'efficacité, inefficacité. Les idées ne sont pas suffisantes pour enclencher une civilisation, elles sont sujettes à la désuétude. La culture produit de la société, ça c'est l'école marxiste, et la culture produit de l'esprit, l'école occidentale en général. La culture chez les sémites se base sur la règle, c'est-à-dire les valeurs éthiques, tandis que chez les ariens ont un penchant pour la forme, c'est-à-dire toutes les valeurs esthétiques que nous connaissons, notamment des architectes de formation. Tout cela donne une idée sur les distinctions culturelles qu'il ne faut surtout pas aborder en termes de supérieur-inférieur, ni même chercher à les opposer les unes aux autres. Elles déterminent certainement des territoires mentaux, voire des géographies culturelles, pour en venir à citer mon deuxième auteur que je lis actuellement, Augustin Berg. Alors, Augustin Berg, géographe, en plus d'être fils de Jacques Berg et petit-fils d'Augustin Berg, une lignée d'érudits, est un grand connaisseur du Japon, où il a résidé une dizaine d'années, plus précisément à Hokkaido, île septentrionale du Japon, où il a cogité sur ces concepts, dont celui de la trajection que je cite dans mon titre. Ce que je puis dire d'emblée, pour éclairer mon propos, c'est de commencer à citer une réflexion bien à lui. Je cite, « Les sociétés aménagent leur milieu comme elles le perçoivent, et elles le perçoivent comme elles l'aménagent. » Fin de citation. Ce propos est une belle illustration de la réalité en tant que trajection, selon Augustin Berg, qui n'est pas loin du propos des architectes, peut-être pas de la même ampleur ontologique, et qu'il répète souvent, qui est « nous donnons forme à des bâtiments qui nous forment ». Augustin Berg a mené une réflexion des plus pertinentes sur le fudo, par exemple, qui est traduit par le terme milieu, à partir de l'observation de l'évolution des paysages hokkaidais. Les immigrants japonais qui ont débarqué sur l'île à partir du XVIe siècle y ont introduit la culture du riz en guise d'y imprimer leur japonité.
particulièrement autour de son annexion et en réaction aux velléités d'expansion russe en 1869. En passant par des détails d'histoire locale et en faisant une immersion dans la langue japonaise et ses variations régionales, Augustin Berg en arrive à constater, en termes de cosmophanie de l'intérieur, à se demander comment la réalité d'un certain monde apparaît à ceux qui en relèvent. Augustin Berg a décelé, en lisant l'œuvre de Watsuji, l'existence d'un moment structurant de l'être qui corrèle le corps humain et le milieu du corps humain. Autrement dit, pour reprendre aussi ces termes, le corps animal et le corps médial. C'est en ce sens que je vois la réactivité des territoires mentaux et territoires spatiaux qui interagissent. Avec cela, j'avoue que je n'ai pas hésité à prendre le risque, quelquefois, de rapprochement avec le Mzab, par exemple, qui a pratiqué l'isolement au même titre que le Japon du shogunat, et à le regarder dans le miroir de Guy Debord, à titre d'exemple, quand il dit, dans sa note 28 de la Société du spectacle, le système économique, je le cite, le système économique fondé sur l'isolement est une production circulaire de l'isolement. L'isolement fonde la technique et le processus technique isole en retour. Fin de citation. J'en viens à vouloir dire que les systèmes culturels étaient et sont encore capables de fermeture. En ce sens, Augustin Berg, dans son excellent livre « Histoire de l'habitat idéal », le sous-titre « De l'Orient vers l'Occident », cite Nakamura Yoshio, ingénieur et chercheur japonais, qui parle, et c'est sa citation, la citation de Nakamura, « profondeur de l'expression », propre au milieu japonais et ne pouvant pas, selon Augustin Berg, passer les frontières. Les systèmes culturels sont aussi capables de corrosion, idée que j'emprunte à Bernard Declercq, architecte, que j'ai rencontré à Bruxelles en novembre 2017, et qui m'a dit qu'il a connu André Ravero, à qui nous devons le classement de la vallée du Mzab au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Toutefois, j'ai publié en 2021 un billet à l'IREMA dans lequel j'attire l'attention sur ce que j'ai appelé l'extinction du Mzab, due à la peur de la perte identitaire. Et ça, c'est une citation de Malik Ben Nabi, et que j'ai qualifiée d'identitarisme, qui est une extinction civilisationnelle que révèle une perte bien réelle des techniques devant ce que Ravero appelait l'avènement de la modernité. Alors Ravero a tenté de conceptualiser une réponse du point de vue architectural qui jugule la tradition sociale que l'Aksam, c'est-à-dire la maison en Tamzat, incarnait. Seulement, de nombreux Mozabites étaient trop pressés de démolir et, comme je l'ai dit de nombreuses fois, d'habiter comme les gens du Nord. Les architectes qui ont potassé l'œuvre de Ravero ont tous en tête la coupe de la maison à Sidi Abbès, qui était censée en faire une Aksam multi-saison. Enfin, c'est toujours pénible de conclure quand on sait qu'on n'a pas dit tout ce qu'il fallait dire. Mais il est certain que le champ de l'imaginaire collectif est immense. Il est réellement trajectif et doté d'une palette indéterminée de territoires à la fois mentaux et physiques qui n'arrêtent pas d'interagir dans et au-delà des frontières fixées par les hommes. Merci. Merci Habib Benkoula. Je vous donne la parole à
Et c'est à travers le vécu du Rabbin que l'identité n'est jamais acquise, elle se réactualise à travers les interactions d'autrui. De fait, la beauté étincelante de l'esprit critique favorise en soi une dynamique conflictuelle qui permet à l'individu de faire advenir une émancipation. S'il y a un phénomène qui fait florès, c'est bien celui du devoir de la nature. Cet espace cosmique qui nous convoque à une éthique de la subjectivité comme travail de sublimation, par lequel la pulsion trouve à se lier, voire à se transformer, à se civiliser. Car la nature-espace n'est pas seulement un dehors à préserver, elle est aussi le miroir d'un conflit intérieur où l'éros tente que la pulsion de mort tente d'ordonner, que la pulsion de mort tente de dissoudre. Ainsi, la philosophie de la vie et de l'urbanité ne se conçoit pas comme un discours théorique, mais comme une praxis qui aide le sujet à consentir à son symptôme. Dans les dédales du béton, pour contextualiser la question de l'urbanité en Algérie, le malaise de la civilisation s'invite au bal, tandis que le désir refuse obstinément de se laisser enfermer par nos clôtures. Est-ce une transgression de notre part d'esquisser quelques réflexions? Mon exposé s'intitule « Du paysage urbain à l'architectonique, la subjectivité de la construction ». Parler d'architecture nous oblige à interroger le lien social et par là même à questionner ce qui définit la société. Je dirais que définir la société est un dispositif psychique collectif. Elle tient en organisant le désir, en canalisant les pulsions et en donnant une forme symbolique à la loi, à l'interdit et au lien à l'autre. Lorsqu'elle fonctionne, elle ouvre un espace de sublimation où peuvent advenir la culture, l'art et le lien social. Lorsqu'elle se dérègle, elle ne symbolise plus, elle normalise, elle culpabilise, surveille et laisse la violence faire retour là où le désir n'a plus de place. La ville n'est pas neutre pour l'esprit. Chaque rue, chaque appartement, chaque immeuble, chaque jardin résonne avec nos désirs, nos souvenirs et nos tensions intérieures. Et c'est là où je fais référence à la littérature comme à une lecture proustienne. Comme Proust l'a montré avec André, un lieu apparemment banal pour réveiller tout un monde psychique enfui. Et c'est là où l'architecture du quotidien devient ainsi un miroir du mental, un espace où se joue refoulement, mémoire et émotion. Dans ce cas de figure, penser la ville, c'est toujours penser la vie intérieure. Donc, je dirais que la ville ne s'adresse pas au cerveau, elle parle au psychisme. Je peux donner un exemple éclairant à partir d'une distinction entre civilisation et culture. Deux logiques distinctes et souvent en tension. Et c'est là où je pourrais discuter avec mon ami sur la définition de la culture faite par l'idéologue, entre guillemets, à mon sens penseur, Malik Benel. Je pourrais donner un exemple éclairant pour dire que la culture est une réponse subjective en manque constitutif du sujet. Elle permet la sublimation des pulsions par le langage, l'art, le rite ou la création. Sans nier le désir, elle est inventive, singulière et subversive, car liée à l'expérience corporelle et symbolique du sujet. D'un autre côté, la civilisation, au contraire, organise le collectif à travers un ensemble de normes et de lois, de contraintes visant à réguler les pulsions et à maintenir l'ordre social. Elle agit de l'extérieur sur le sujet et privilégie la répression à la transformation du désir. La tension entre culture et civilisation est centrale, car la culture protège la subjectivité en donnant forme au désir, tandis que la civilisation protège le collectif en imposant des limites, souvent au prix du refoulement et de la production des symptômes. Je dirais que la civilisation tend à s'opposer à la culture lorsqu'elle cherche à neutraliser le conflit psychique. Elle organise, régule et normalise le lien social en visant la maîtrise des pulsions et l'effacement du malaise. Tandis que la culture, au contraire,
Elle naît du manque, du sexuel et du conflit inconscient, qu'elle transforme par le langage, l'art et le symbole. Lorsque la civilisation prétend supprimer le symptôme et le conflit, elle détruit ce qui forme la culture, la division du sujet et la créativité qui en procède. Je donne un exemple. Un escalier sombre oppresse, une place ensoleillée apaise. Les ruelles étroites réactivent la mémoire, tandis que les grands boulevards imposent un rythme, une discipline visuelle et corporelle. Un banc, une fontaine, un arbre deviennent point d'ancrage pour l'imaginaire. Chaque pierre, chaque façade, chaque vide sculpte silencieusement le mental. L'architecture du quotidien agit comme un acteur psychique, révélant que la ville n'existe pleinement que dans l'expérience intérieure de ceux qui l'habitent. Réduire la ville à sa seule fonction, c'est passer à côté de son rôle central. L'urbanisme et la construction prolongent la vie psychique individuelle et collective. L'organisation des quartiers, la circulation, la présence ou l'absence des espaces de rencontre façonnent les affects collectifs, les habitudes et les comportements sociaux. La ville n'est pas donc seulement matérielle, elle incarne symboliquement les structures psychiques d'une population, ses tensions, ses mémoires et ses désirs. Dans ce sens, on pourra approfondir par une lecture freudienne sur l'espace mental, quand Freud montrait que le sujet n'existe jamais hors de son environnement psychique et matériel. Désir, angoisse et refoulement, souvent des supports symboliques dans les lieux que nous habitons. La maison, la rue, la place et le quartier deviennent des extensions du psychisme, des scènes où se projettent sécurité, peur, nostalgie ou aspiration. À l'échelle collective, la ville révèle ainsi les idéaux, les peurs, les contradictions d'une société. Considérer l'architecture comme une esthétique psychique, c'est reconnaître que la beauté ne réside pas dans la forme seule, mais dans l'expérience qu'elle provoque. Le beau n'est pas dans les formes, il est dans la causalité psychique. Il réveille le désir, la mémoire et l'émotion. Il ne calme pas, il agite. Comme disait le poète Baudelaire, le beau est bizarre car il surprend, déroute et fascine. Or, dans nos villes contemporaines, l'urbanisme blesse la psyché. Là où le patrimoine aurait pu ancrer la mémoire et le lien, il est saccagé. Le sujet erre alors dans l'espace public, pris dans une famille mortifère, à l'image de ces ronds-points où l'on tourne sur soi-même. Prisonnier d'une toile d'araignée urbaine, la dynamique subjective se désagrège. Chaque rue disloquée, chaque espace mal ajusté, mal pensé fragilise le lien social, dissout la mémoire et participe à la dépossession de soi. Et c'est là où Henri Lefebvre nous rappelle que l'espace urbain est socialement produit lorsqu'il privilégie la standardisation, l'automobile et la culture. Il interrompt les pratiques de la vie quotidienne et rend le tissu symbolique qui permet l'identification à un lieu. Par exemple, le refus des jardins, des fleurs et de la végétation n'est jamais anodin. Il traduit une volonté de contrôle, d'ordre et de fermeture. Fermeture, car les fleurs ouvrent l'imaginaire, leur absence isole le sujet, neutralise les tensions et étouffe la subjectivité. Refuser le vivant, c'est refuser le désordre fertile de la vie. Lorsque cette dynamique est occultée, le tissu urbain arrive à bout de souffle. Il ne fait plus que densifier la crise psychique et sociale, transformant la ville en espace d'asphyxie symbolique. Dans ce cas de figure, l'urbanisme devient alors un acteur mortifère. Pour terminer, je dirais que faute de pouvoir fleurir l'intériorité par une intelligence capable de décentrer le savoir, l'artificialité urbaine, faite de cubes et d'immeubles sans âme, se déhanche, exhibe ses formes, mais débande le paysage urbain, censé entretenir un lien vivant avec la nature. La ville dépouillée de sa respiration, de ses jardins et de sa mémoire, perd de sa puissance de lien. Cette destructuration de l'urbanisme, nourrie par une boulimie de promotion immobilière, révèle l'étendue des dégâts psychiques. Un espace construit qui trahit le vivant intérieur et assèche la créativité du sujet. Enfin, une société vivante est une société où la parole
ne sert pas à communiquer, mais à subjectiver l'urbanité. Lorsque le langage est réduit à des indicateurs de protocole ou des évaluations, la société se fige. La parole devient gestionnaire et cesse d'être créatrice. Et c'est là où je fais référence aussi à l'espace de l'espace psychique. Quand on interne des individus et dans un espace clos où ils n'arrivent même pas à s'exprimer et on n'arrive même pas à faire une clinique, c'est là où on les aliène davantage. Et c'est là où je peux proposer aussi, à titre d'exemple, le type de psychothérapie institutionnelle qui peut amener le pion au processus de la standardisation. Par exemple, dans la psychothérapie institutionnelle, qui a compris très tôt que l'architecture comme acteur thérapeutique à part entière. Par exemple, François Toscaès disait que la psychose n'est pas seulement dans le rejet, elle peut contaminer l'institution elle-même. Car quand on décrit un espace figé, cloisonné ou bureaucratique, ça renforce le morcellement psychique. Donc, il faut une architecture ouverte, transversale, favorisant la circulation des corps et de la parole. Par exemple, le jardin, les ateliers, les lieux intermédiaires permettent aux sujets psychotiques de se réinscrire dans le monde. Soigner la psychose, par exemple, implique de soigner l'institution, ses rythmes et ses espaces. Et je termine par chez Toscaès, désaligner les murs est une condition pour désaligner les sujets par mots. Je vous remercie. Merci à vous. Bon, cette rencontre était prévue avec 3 intervenants, Habib Benkoula, Alma Halmouli et Al-Qaadel Boudouma. Malheureusement, il n'a pas pu venir suite à des engagements avec l'université, donc il a présenté des excuses. Donc,